Parlons maintenant du dernier type de force intermoléculaire qui se distingue des autres, la liaison hydrogène. La liaison hydrogène, également appelée pont H, est une force intermoléculaire, plus particulièrement une interaction dipôle-dipôle qui s'établit entre une molécule possédant un atome d'hydrogène impliqué dans une liaison polaire et une molécule possédant un atome électronégatif tel que l'oxygène, le fluor et l'azote. Ainsi, afin qu'une liaison hydrogène se forme entre deux molécules, il faut absolument que dans l'une des molécules, on retrouve un atome d'hydrogène lié à un atome d'azote, d'oxygène ou de fluor, et il faut au moins un doublet libre sur cet atome d'azote, d'oxygène ou de fluor. Ces conditions sont nécessaires car la liaison hydrogène se formera entre l'atome d'hydrogène d'une molécule et le doublet libre de O, F ou N de l'autre molécule. Puisque l'oxygène, le fluor et l'azote sont très électronégatifs, ils auront donc tendance à attirer vers eux l'atome d'hydrogène, d'où la formation du pont H. Il est également nécessaire que cet atome d'hydrogène soit à la base lié de manière covalente à O, F ou N afin qu'il possède un dipôle positif. En effet, tel qu'on vient de le mentionner, les atomes O, F et N étant très électronégatifs, ils attireront davantage vers eux le doublet d'électrons partagé avec l'hydrogène et une charge partielle positive apparaîtra donc sur ce dernier. De manière générale, si nous prenons une série de molécules ayant des structures similaires et contenant des éléments issus d'une même famille du tableau périodique, on remarquera que la température d'ébullition de ces molécules augmentera plus leur masse molaire augmentera. C'est ce que l'on observe dans le graphique suivant où les points d'ébullition de différentes molécules comportant un ou des atomes d'hydrogène sont présentés. Ces molécules sont regroupées selon la similarité de leur structure et par le fait même selon la famille du tableau périodique auquel appartient l'atome lié à l'hydrogène. Par exemple, le groupe du haut, représenté juste ici par la ligne en bleu poudre, représente des éléments issus de la famille 6A qui sont liés à des atomes d'hydrogène, alors que la dernière courbe représente des éléments issus de la famille 4A qui sont liés à des atomes d'hydrogène. A priori, il semble être logique que la température d'ébullition des substances d'un même groupe augmente lorsque la masse molaire augmente, car tel que nous l'avons expliqué plus tôt dans cette capsule, plus la masse molaire d'une molécule est importante, plus le nombre d'électrons s'y trouvant est grand, et donc plus les forces de dispersion sont nombreuses. Puis, si les forces de dispersion sont en plus grand nombre, alors il faut fournir davantage d'énergie pour les briser, ce qui résulte en un point d'ébullition plus élevé. Or, on remarque que les molécules H2O, HF et NH3 ont les températures d'ébullition les plus élevées de leur groupe, malgré le fait qu'elles possèdent la masse molaire la plus faible. Vous aurez compris que ce phénomène s'explique à l'aide des liaisons hydrogènes qui sont présentes dans ces molécules, ce qui fait en sorte de rendre leur force intermoléculaire supérieure aux autres molécules de leur groupe, résultant par le fait même en un point d'ébullition plus élevé. En effet, les molécules H2O, HF et NH3 respectent toutes les conditions nécessaires à la formation d'une liaison d'hydrogène. Elles ont toutes un atome d'hydrogène lié soit à un atome d'oxygène, soit à un atome de fluor, soit à un atome d'azote, et elles ont toutes un atome O, F ou N sur lequel se trouve au moins un doublet libre. Ainsi, en plus des forces de dispersion que l'on retrouve peu importe le type de molécule impliquée, on retrouvera également des liaisons hydrogènes entre des molécules d'eau, des molécules HF et des molécules NH3. Vous avez peut-être remarqué que parmi les molécules de NH3, HF et H2O, c'est la molécule d'eau qui a le point d'ébullition le plus élevé. A priori, cela peut sembler contre-intuitif puisque le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, ce qui ferait en sorte que la liaison hydrogène qu'il formerait serait plus grande que celle formée entre deux molécules d'eau.
Or, il faut savoir que la molécule d'eau est un cas unique en termes de liaison hydrogène, puisqu'elle possède dans sa structure autant d'atomes H que de doublets libres sur l'atome d'oxygène. Ceci fait donc en sorte que le nombre de liaisons hydrogène est maximisé dans cette molécule, puisque chaque molécule d'eau pourra se lier à 4 autres molécules d'eau. En effet, pour chaque molécule d'eau, 2 liaisons hydrogène sont possibles grâce à la présence de 2 atomes d'hydrogène et 2 autres liaisons hydrogène sont possibles grâce à la présence des doublets libres sur l'oxygène. Les liaisons hydrogène étant donc plus nombreuses entre 2 molécules d'eau qu'entre 2 molécules HF, le point d'ébullition de l'eau est donc plus élevé. Ceci nous ramène à la forme des flocons de neige dont nous avions discuté en début de capsule. On se rappelle avoir vu que tous les flocons de neige avaient une forme de base hexagonale et cela s'explique par la capacité unique de l'eau de former 4 liaisons hydrogène intermoléculaires, menant ainsi à la formation d'un réseau tridimensionnel possédant une structure hexagonale. Complétons maintenant notre tableau récapitulatif. Nous y ajoutons donc la liaison hydrogène qui a lieu entre une molécule dans laquelle se trouve un atome H lié à un atome NO ou F et une molécule ayant un atome NO ou F avec au moins un doublet libre. Passons maintenant à la résolution d'un exemple dans lequel on nous demande d'identifier les molécules parmi les suivantes qui peuvent former des liaisons hydrogènes entre elles. Donc, si on prend la première molécule, H2S, donc si on avait 2 molécules H2S, est-ce qu'il pourrait y avoir un pont hydrogène qui pourrait se former? Eh bien, la réponse est non, puisqu'il n'y a pas d'atome d'oxygène, de fluor ou d'azote qui est lié à un atome H dans la molécule H2S. Donc ici, la réponse est non, il ne peut pas y avoir de pont hydrogène entre 2 molécules H2S. Pour le prochain exemple, donc le benzène, le C6H6, on en arrive à la même conclusion parce qu'il n'y a aucun atome d'hydrogène qui est lié à un atome d'oxygène, de fluor ou d'azote. Donc les 6 atomes d'hydrogène ici sont tous liés à des atomes de carbone. Donc on ne peut pas former des liaisons hydrogènes entre 2 molécules de benzène. Finalement, dans le cas de la dernière molécule, le méthanol, CH3OH, donc ici, on a un atome H lié à un atome d'oxygène, donc la première condition est respectée. Et en plus, il y a au moins un doublet libre sur cet atome d'oxygène-là. Donc, on a les 2 conditions nécessaires à la formation d'un pont hydrogène. Donc, si on représente la structure de Lewis du CH3OH, on aurait ce qui suit. Et donc, on peut voir qu'entre 2 molécules de CH3OH, on pourrait voir se former ici, par exemple, un pont hydrogène entre un doublet libre de l'atome d'oxygène de la première molécule de méthanol et un atome d'hydrogène d'une seconde molécule de méthanol. Il est important de noter que toutes les forces intermoléculaires n'ont pas la même intensité. En effet, nous avons mentionné plus tôt dans cette capsule que les forces de dispersion étaient les plus faibles parmi toutes les forces intermoléculaires. Mais qu'en est-il des autres? L'ordre des forces intermoléculaires selon une intensité croissante est le suivant. Donc, on a les forces de dispersion d'abord, ensuite les forces dipôle-dipôle induit, les forces ion-dipôle induit, suivies des forces dipôle-dipôle. Viennent ensuite les liaisons hydrogènes et finalement les forces intermoléculaires les plus intenses ou les plus fortes sont les forces ion-dipôle. Terminons cette capsule en résolvant l'exemple suivant. On nous demande pour chacune des paires de molécules suivantes d'identifier celle ayant le point d'ébullition le plus élevé. Donc, débutons avec la première paire, Cl2 et O2. On va commencer par représenter les structures de Lewis de ces 2 molécules-là. Donc, dans le cas de Cl2, on a affaire à une molécule non polaire, puisqu'on a une molécule diatomique formée du même élément. Et c'est exactement la même chose dans le cas de la molécule de O2. Donc, ce qui va arriver ici, c'est que dans les 2 cas, on a des forces de dispersion qui vont apparaître pour chacune de ces molécules-là. Donc, comment savoir dans quel cas les forces de dispersion
sont plus intenses que dans l'autre, mais il faut regarder la masse molaire de chacune de ces molécules. Donc, la masse molaire du Cl2 est de 71 grammes par mol, alors que la masse molaire du O2 est de 32 grammes par mol. Donc, puisque la masse molaire du Cl2 est supérieure, et elle comprendra donc davantage d'électrons et les forces de dispersion y seront plus nombreuses. Donc, la température d'ébullition de la molécule de Cl2 sera plus élevée que celle de la molécule de O2, puisqu'il faudra fournir davantage d'énergie pour vaincre davantage de forces de dispersion. La prochaine paire de molécules est SO2 et CO2. Donc, regardons d'abord la structure de Lewis de la molécule de SO2. On voit clairement qu'on a un moment dipolaire ici, et donc on a affaire à une molécule polaire. Les forces intermoléculaires qui sont donc impliquées entre deux molécules de SO2, eh bien, ce seraient les forces dipôle-dipôle, donc entre deux molécules polaires, et bien entendu les forces de dispersion qui sont toujours présentes. Dans le cas de la molécule de CO2, donc on a deux moments dipolaires qui vont s'annuler, ce qui va résulter en une molécule non polaire ici. Donc, les seules forces qui vont intervenir entre deux molécules de CO2 sont les forces de dispersion. Puisqu'on vient de le voir, comme on vient de le voir, les forces dipôle-dipôle sont plus intenses ou sont plus fortes que les forces de dispersion. Donc, il faudra fournir davantage d'énergie pour briser les liens dipôle-dipôle dans une molécule de SO2 qu'il ne faudra en fournir pour briser les liens de dispersion entre deux molécules de CO2. Donc, c'est la molécule SO2 qui aura la température d'ébullition la plus élevée. Au terme de cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de décrire les différents types de forces intermoléculaires.